Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, vers une croissance économique plus inclusive en République démocratique du Congo. Le pays vient d'adopter une feuille de route dans cette optique. Objectif, faire passer le taux d'inclusion financière de 38,5% en 2022 à 65% en 2028. Environnement, avec 10% d'espèces florales et environ 815 espèces fauniques menacées d'extinction. Le Cameroun s'engage à améliorer la gestion durable des forêts, de la faune et de la flore nationale. Et puis, retour sur les Vodun Days, le nouveau format de célébration de la fête culturelle du Vodun. C'était ce 9 et 10 janvier à Ouidah, au Bénin. Mais tout d'abord, ce jeudi 11 janvier, des milliers de Tunisiens se sont rassemblés devant l'ambassade d'Afrique du Sud à Tunis pour exprimer leur soutien à la plainte pour génocide contre Israël déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice à La Haye. La CIG a en effet tenu ce jeudi sa première audience dans cette affaire. Pour rappel, l'Afrique du Sud a intenté une action en justice fin décembre 2023 accusant Israël de génocide dans la guerre contre Gaza et cherchant à mettre fin à l'assaut militaire brutal qui a tué plus de 23 000 Palestiniens, dont près de 10 000 enfants. Plusieurs pays, à l'instar de la Tunisie en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, ont salué la démarche sud-africaine. Avec sa population estimée à 109 millions d'habitants en 2022, la croissance de la République démocratique du Congo demeure cependant peu inclusive. Plus de 70% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté et la majorité évolue dans le secteur informel. Afin d'y remédier, le pays vient d'adopter une stratégie nationale d'inclusion financière. Comment celle-ci s'articule? Élément de réponse dans ce sujet de Diamant. Le taux d'inclusion financière en République démocratique du Congo est passé de 3,5% en 2010 à 9,1% en 2013 pour atteindre 38,5% en 2022, selon les données du ministère des Finances. Un chiffre relativement faible comparé au niveau moyen en Afrique subsaharienne d'environ 55%, indique le ministère. Dans le but de faire progresser le taux d'inclusion financière à 65% d'ici 2028, le gouvernement a adopté une stratégie nationale d'inclusion financière pour la période 2023-2028. Cette stratégie d'inclusion financière devrait donc permettre de lutter contre la pauvreté, mais aussi amener une bonne partie de la population à se servir des outils financiers, des produits financiers, à s'insérer dans la bancarisation, mais aussi dans tout ce qui est produits fintech, afin que la République démocratique du Congo puisse donc éventuellement être à la meilleure place, tenant compte de l'importance de sa population, de la taille de son marché. La croissance de la République démocratique du Congo demeure peu inclusive, avec plus de 70% de la population vivant encore sur le seuil de pauvreté, selon les chiffres officiels. La majorité de cette population évolue dans le secteur informel et en milieu rural, avec une exclusion significative du secteur financier. La stratégie nationale d'inclusion financière 2023-2028 va se concentrer sur les groupes exclus, notamment les résidents ruraux, les micro, petites et moyennes entreprises, les femmes et les jeunes. Les autorités entendent donc s'appuyer non seulement sur les produits fintech, c'est-à-dire les produits mobile money, mais aussi la bancarisation, pour pouvoir donc asseoir cette stratégie d'inclusion financière. Le nombre de comptes dans le secteur financier a atteint 21,5 millions en 2022 contre 1,1 million en 2009. De plus, le nombre d'institutions évoluant dans ce secteur est passé de 175 en 2009 à 287 en 2022. La nouvelle stratégie devrait permettre de renforcer cette progression avec pour objectif de consolider la stabilité monétaire, de renforcer le capital humain et d'améliorer les investissements et le climat des affaires en vue de favoriser l'accélération de la croissance et la réduction de la pauvreté.
Avec l'une des incidences de tuberculose les plus élevées, 368 cas sur 100 000 habitants dans la sous-région, le Mozambique est particulièrement touché par l'épidémie de tuberculose. Une épidémie de tuberculose par ailleurs pharmaco-résistante. Le gouvernement a récemment annoncé le test d'un nouveau vaccin contre cette maladie infectieuse. Le point sur la situation avec Catherine Gombe. Au Mozambique, le centre de recherche en santé de Manica, dans la province de Maputo, dans le sud du pays, prévoit de commencer à tester un nouveau vaccin contre la tuberculose en utilisant l'une des dernières technologies mises au point par Biotech, l'entreprise allemande de biotechnologie. La tuberculose est une cause majeure de morbidité et l'une des 10 premières causes de décès au Mozambique, avec 361 décès sur 100 000 en 2022, selon les données de la Banque mondiale. Parmi les 30 pays les plus touchés par la tuberculose, le Mozambique occupe la 17e place et parmi les pays les plus touchés par la tuberculose multirésistante, le Mozambique occupe la première place. En termes de résistance aux médicaments, le pays se classe au 16e rang. Si l'on considère les résultats du projet par rapport aux objectifs globaux, on constate des améliorations très significatives. Nous pouvons dire que nous n'avons pas seulement amélioré la notification des traitements, mais aussi augmenter la couverture thérapeutique de nos patients. Le fardeau actuel de la tuberculose est estimé à 115 000 cas dans ce pays de 32 millions d'habitants si l'on tient compte de l'incidence de la tuberculose et de la mortalité. Des progrès considérables ont été réalisés dans l'augmentation de la notification des cas de tuberculose qui est passée de 61 559 cas diagnostiqués et notifiés en 2015 à 96 203 cas en 2020, soit une augmentation de 56%. Au Mozambique, dans le cadre de la recherche, nous avons organisé de nombreuses campagnes pour sensibiliser les populations sur la tuberculose, notamment sur sa transmission et son traitement. Cependant, la stigmatisation est toujours présente, c'est un problème complexe. Nous devons peut-être travailler sur des politiques visant à protéger les droits des personnes vivant dans la tuberculose. Bien que la notification des cas ait augmenté ces dernières années, le pourcentage de cas bactériologiquement confirmés a régressé de 35% par rapport à 2015, où il était de 50%. La lutte contre la tuberculose résistante aux médicaments reste également un défi avec environ 3700 cas de DRTB non traités et un taux de guérison de la tuberculose résistante aux médicaments d'à peine 66%. Bien que la notification des cas ait augmenté ces dernières années, le pourcentage de cas bactériologiquement confirmés a régressé de 35% par rapport à 2015 où il était de 50%. La lutte contre la tuberculose résistante aux médicaments, en abrégé DRTB, reste également un défi avec environ 3700 cas de DRTB non traités et un taux de guérison de la tuberculose résistante aux médicaments d'à peine 66%. Direction le Cameroun, pays doté d'une riche biodiversité. Le Cameroun abrite en effet 92% des écosystèmes africains et héberge un grand nombre d'espèces animales et végétales. Cependant, cette biodiversité est fragile avec un pourcentage élevé d'espèces menacées. Le gouvernement camerounais s'efforce de mettre en place une gestion durable des forêts, de la faune et de la flore pour préserver cet environnement précieux. Notons que les secteurs forêt et faune contribuent à 4% du PIB national. Nathalie Mo. La forêt équatoriale couvre près de 45% de la superficie du Cameroun, soit 22 millions d'hectares. Le pays, communément appelé l'Afrique en miniature, renferme 92% des écosystèmes africains. Quatrième diversité biologique d'Afrique, le Cameroun abrite 335 espèces de mammifères, 913 espèces d'oiseaux et 542 espèces de poissons. Un riche patrimoine pourtant fragile, avec 10% d'espèces florales et environ 815 espèces fauniques menacées d'extinction. Face à la dégradation des écosystèmes, le gouvernement camerounais s'emploie à la gestion durable des forêts, de la faune et la flore nationale. Pour nous, durable veut dire de veiller en sorte que les générations futures puissent également bénéficier de ces ressources. La forêt, c'est la fonction économique, c'est la fonction sociale, c'est la fonction environnementale.
Au Cameroun, les changements climatiques affectent 70% de la population, principalement dans les régions côtières, dans le septentrion et dans la région de l'Ouest. Le pays a identifié l'augmentation du puits de carbone, la limitation de la déforestation et la dégradation des terres comme piliers du développement durable. Le Cameroun s'est engagé à réduire de 35% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en se concentrant sur l'agriculture, l'énergie, la foresterie ou encore l'écotourisme. Alors nos ambitions pour 2024, c'est d'abord de respecter les programmes. Il faut veiller au reboisement. Il faut en même temps veiller à la protection de la faune, de son habitat, de veiller à la reproduction, de telle sorte que les animaux de la classe A, dont l'abattage est strictement interdit, puissent continuer à évoluer. Ça, c'est notre travail. La forêt équatoriale fournit des biens essentiels tels que la nourriture, les médicaments, le combustible et des matériaux de construction à la population rurale du Cameroun. La contribution du secteur forêt et faune est de 4% du PIB hors pétrole du Cameroun. La valeur brute des bénéfices économiques de ce secteur est estimée à près de 150 milliards de francs CFA par an. Retour à présent sur les Vodun Days qui se tenaient ces 9 et 10 janvier à Ouida, ville symbole de réhabilitation de la mémoire des afro-descendants et de promotion de la destination Bénin. Le nouveau format de la fête du 10 janvier, fête nationale du Vodun, initiée dans les années 90, a rencontré un franc succès. Pour cette première édition, Ouida a accueilli plusieurs milliers de touristes venus de divers horizons. Immersion dans ce reportage de notre correspondant Leftion. La première édition des Vodun Days fait éclore les potentiels du Panthéon Vodun à l'occasion de la célébration du 10 janvier, fête nationale des Vodun. Au cœur de Ouida, la place Marot, l'esplanade du Fort Français, la forêt sacrée de Passé, l'esplanade du temple des Pitons et le couvent éphémère dédié à Vodou Mami ont drainé une foule de visiteurs grâce au spectacle Vodou. À l'instar de nombreux guides de tourisme formés pour la promotion de la destination Bénin, Stanislas Miyan-Rwandé, guide de la station touristique d'Abomey-Calavi, ne s'est pas fait compter l'événement. Il a accompagné des touristes indiens dont l'un s'investit à immortaliser ces instants par des photos avec des revenants du culte Egungun sortis des couvents vaudous. C'est une première. Dès que vous venez à Ouida, tous les chantiers qu'il y avait autour de Ouida, je pense qu'ils ont essayé de nous donner un peu d'ouverture pour qu'on ait assez. Nous attendons que les visiteurs viennent en masse. Nous sommes prêts. Le Bénin est prêt à accueillir plus de 2,5 millions de touristes chaque année. Il fallait aller au couvent pour savoir ce qu'est de côté culturel. Sinon, tout ce que nous voyons, c'est le côté culturel. Et c'est très beau. Moi, je suis de culte Egungun. Donc tout à l'heure, quand je vais quitter les Imbétors, je vais me rendre vers ma divinité Egungun pour pouvoir les accompagner également de l'autre côté. Nous remercions le chef de l'État pour cette initiative. La route des esclaves, entièrement en chantier, est bondée de monde, avec une file d'attente de véhicules et touristes désireux de rejoindre la porte du non-retour pour vivre la grande cérémonie vaudou. Ce point d'orgue des festivités s'est déroulé en présence du chef de l'État Patrice Talon et ses ministres, des présidents d'institutions, des afro-descendants, des délégations du corps diplomatique. Le moment est arrivé pour nous de dire qui nous sommes et je pense que le président Talon a fait un travail extraordinaire de présenter la partie culturelle du vaudou où internationalement on se rencontre sur cette plateforme qui nous permet de dire « Voici qui je suis, dis-moi qui tu es ». Le clou de la célébration des Vodun Days édition 2024 a été la cérémonie Vodun du 10 janvier à la plage de Ouida. Une grande célébration œcuménique marquée par la présentation de la cosmogonie Vodun, la consultation de l'oracle Tofa 2024 et la procession des fidèles Vodun. À noter que les Vodun Days visent à révéler l'exception culturelle béninoise. À travers cette première édition des Vodun Days, le pays assume sa vocation de terre de pèlerinage et berceau du vaudou.
Dans l'actualité sportive, les Fennecs d'Algérie fin prêt pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui démarre ce samedi 13 janvier en Côte d'Ivoire. La sélection nationale de l'Algérie, championne d'Afrique 2019, avait choisi la ville de Lomé au Togo pour finaliser sa préparation. Les Fennecs auront comme adversaires dans la poule D, basée à Bouaké, l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Narcisse Oum. Le 13 janvier 2024 marquera le début de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire et parmi les prétendants au titre continental, les Fennecs d'Algérie se positionnent comme l'une des équipes à surveiller. Après une année 2023 soldée par 10 matchs sans défaite, soit 7 victoires et 3 nuls, les champions d'Afrique des Nations 2019 comptent marquer ainsi la CAN 2023 en remportant le trophée. Pour y arriver, Djamel Belmadi, le coach algérien, compte sur des piliers de son équipe comme Riyad Mahrez, Youssef Attal, Islam Slamani et bien d'autres. Quand on démarre une compétition, ça ne changera jamais. Ça. C'est toujours pour aller au plus loin, pour aller vaincre, pour aller obtenir le résultat optimum. Ça ne changera pas. Après, on est plusieurs à vouloir la même chose, donc ça va être une lutte acharnée. Les champions d'Afrique 2019, après un stage de 10 jours effectué du côté du Togo, les Algériens ont bouclé leur préparation en disputant 2 matchs amicaux. Des rencontres soldées par des victoires algériennes, 3-0 contre le Togo et 4-0 face au Burundi. Invaincus depuis 2023, les Fennecs logés dans le groupe D de la CAN 2023 espèrent poursuivre sur cette lancée le 15 janvier 2024 contre l'Angola, avant de défier le 20 janvier le Burkina Faso et la Mauritanie le 23 janvier 2024. J'estime que c'est une poule qui peut être perçue aujourd'hui comme équilibrée parce que l'Algérie de 2019 a perdu un peu quelques repères, mais logiquement c'est une poule qui est à la merci de l'Algérie. Sauf qu'il y a un gros piège dans cette poule. D'abord avec le Burkina Faso qui n'est pas une équipe facile en phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a eu à le démontrer. Et l'autre équipe aussi c'est l'Angola, c'est une grosse inconnue. Donc je ne peux pas exactement savoir à quel niveau de préparation elle est, mais c'est un gros piège. Sans oublier que l'outsider mauritanien est une équipe qui commence à prendre le rythme de la compétition. Donc en réalité, à s'arrimer aux performances de haut niveau. Considérée comme l'une des favorites de la compétition, la sélection algérienne devrait composer avec une perte de profondeur de banc à raison d'une série de blessures de certains de ses cadres avant le début du tournoi. Classée à la 30e place du classement FIFA, l'Algérie vient en Côte d'Ivoire pour réitérer l'espoir de la campagne égyptienne en 2019 en remportant son 3e sacre en terre ivoirienne. Notons que les Fennecs, à l'instar de plusieurs sélections, sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire. C'est le cas notamment des Lions de l'Atlas du Maroc, des Lions de la Teranga du Sénégal ou encore des étalons du Burkina Faso accueillis ce jeudi 11 janvier par de nombreux supporters. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.